l'air frais des montagnes, les trous dans le gruyère, la mécanique dubitative des coucous. Nous sommes donc en Suisse, dans la Suisse des préjugés. Et voyez la belle transition de la Suisse qui a été jugée, même condamnée pour une action climatique. C'était mardi, où la Cour européenne des droits de l'homme, qui fait respecter la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, a donc condamné la Suisse pour son manque d'engagement dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et là, je suis très embêté puisque je dois vous présenter deux Justine. Alors, il me semble que j'ai Justine Guiton-Boussion à ma gauche. Je ne me suis pas trompé. Et en face de moi, Justine Ripoll. Enchantée. Salut Justine, est-ce qu'on peut se tutoyer ou pas? On peut, tout à fait. Alors, Justine Guiton-Boussion, toi tu es journaliste chez Reporter, c'est le média de l'écologie. C'est ça. Et d'une très belle rédaction qui produit un très très joli média et qu'à France Info on aime beaucoup. En face de moi, donc Justine Ripoll, toi tu es responsable de campagne à l'ONG Notre Affaire à tous. C'est quoi l'ONG Notre Affaire à tous? C'est une ONG qui vise à accompagner la justice climatique, donc c'est-à-dire essentiellement porter des actions en justice, donc à essayer d'interpeller les tribunaux pour qu'ils jouent un peu leur rôle dans notre démocratie en termes de climat. Mais on va aussi parler aux décideurs pour essayer de faire en sorte que les lois qui soient votées soient en cohérence avec ces combats. Et puis on essaie d'accompagner autour de ça un peu le débat public. Toi, tu as assisté, je crois, alors peut-être que toi aussi d'ailleurs, mais toi, je sais, j'en suis sûr, tu as assisté aux audiences de la CEDH en septembre et, sur ces affaires. Tu peux raconter peut-être un petit peu comment ça s'est passé? Alors c'est dur de résumer, c'est des procédures très écrites par ailleurs. Si c'est pour avoir un peu un aperçu de à quoi ça ressemble, c'est déjà hyper impressionnant de par le lieu effectivement qui est très beau, qui est très grand. La pièce avec 17 juges qui chacun représente, qui viennent de chacun des États, etc. Il y a quelque chose de très symbolique aussi, même dans la forme. L'autre élément peut-être à partager qui est hyper impressionnant, et même en le sachant, quand on arrive sur place, c'est toujours un peu un déclic, c'est par exemple de rencontrer ces plaignants, les jeunes Portugais qui ont essayé d'attaquer trois États. En fait, ils sont quand même vraiment très très jeunes, ils sont embarqués dans ces combats depuis des années. C'est des procédures très très longues devant la Cour européenne des droits de l'homme. Exactement. C'est pas à l'échelle de l'année, ni du mois, ni de la semaine. Non, parce qu'il faut, en fait, et on pourra en parler quand on va commenter la décision, mais il faut passer devant les cours nationales avant d'aller à la Cour européenne des droits de l'homme. Faut qu'il y ait plus de recours possible. C'est ça. Et du coup, par exemple, les aînés suisses qui ont gagné, elles, leur procès, elles étaient dans un combat juridique en Suisse, puis à la CEDH depuis 2016. Alors justement, peut-être qu'on peut en parler. Tu as évoqué l'association les aînés pour la protection du climat. Donc c'est 2500 femmes. Alors j'ai lu de plus de 64 ans, d'environ 73 ans. Bon, c'est des femmes plutôt âgées, on va dire. Et pardon à nos amis de plus de 60 ans qui le regardent. Qu'est-ce que c'est que ce collectif? Comment elles ont monté ce truc? Alors, je crois que c'était un collectif, je ne connais pas l'histoire parfaitement, mais pour en avoir discuté un peu avec elle, c'est un collectif qui voulait finalement associer une autre génération à ce combat, puisqu'on parlait beaucoup dans les combats climatiques des jeunes, mais je crois que c'était vraiment très important pour elle de faire partie de ce combat, de soutenir les jeunes, leurs petits-enfants. Et puis elle savait aussi que les jeunes, pour démontrer que la crise climatique les impactait, il y avait un côté un peu... jouer les voyantes, finalement, c'est les droits des générations futures qui seront impactées, etc. Alors que pour elles, c'était déjà très très concret. Et elles avaient envie de faire valoir ça, c'est-à-dire le fait de ne plus avoir accès à l'espace public dès qu'il y a une vague de chaleur. Et elles sont assez fières, c'est pour ça que quand vous dites, pour les auditeurs depuis 65, elles sont assez fières de ça. Un de leurs slogans qui était assez drôle, c'est « Les experts de bouffées de chaleur sont là ». Donc en fait, c'est quelque chose qu'elles revendiquent. Tu les as rencontrés aussi, je crois. Hein. Oui, je les ai rencontrés en Suisse tu les cites dans l'été ton dernier. Excellent papier à lire donc sur Reporter. Merci. Je les ai rencontrés en Suisse l'été dernier. Il faisait encore très chaud d'ailleurs ce jour-là justement. Et effectivement, elles sont très fières de leur âge. Elles s'en cachent pas du tout. Elles disent que l'entrée en fait pour adhérer à l'association, il faut avoir plus de 64 ans, mais la moyenne actuellement c'est autour de 73 ans. Et elles sont en fait, il y a un peu deux axes. Le premier, c'est que elles se disent, on voit bien que maintenant il y a des statistiques qui montrent quand il y a des vagues de chaleur, par exemple, les personnes les plus touchées sont d'abord les personnes âgées. Et ensuite, quand on regarde au sein des personnes âgées, c'est souvent les femmes. Donc elles se reconnaissaient. Il y en avait certaines parmi celles que j'ai rencontrées qui me disaient, en fait, vraiment cash. Mais moi, en fait, j'ai l'impression, je crois qu'elles utilisaient l'expression de confinement climatique parce qu'elles étaient obligées de rester chez elles, de fermer les volets et de ne pas pouvoir sortir pendant
1, 2, 3, 4, 5 jours. Et donc déjà, ça les touchait elles. Mais si elles ont décidé de faire cette association et de porter ce combat juridique, c'était pas pour elles. Elles le disaient, c'était pour les générations futures, pour si elles en ont des enfants, des petits-enfants, mais plus globalement pour les jeunes Suisses et les jeunes citoyens du monde entier. Et de se dire, moi, je serai plus là dans quelques années, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qui va se passer dans les prochaines décennies. Et donc, c'est comme ça que ça s'est monté. Et elles sont beaucoup aujourd'hui. Et elles me disaient qu'elles avaient aussi l'impression de se sentir utiles. Que souvent, les personnes âgées, et d'autant plus les femmes, on les voit un peu moins dans l'espace public, à la radio, à la télé. Et que là, elles avaient l'impression de servir à quelque chose et quelque chose qui allait avoir un impact. Et c'est ce qui est en train de se passer, effectivement. Il y a plein de gens qui nous ont rejoints. Salut Kesta, salut sur la carte, salut Insatisfait. Pardon si je vous ai déjà salué d'ailleurs. Il y a Insatisfait qui nous dit oui, et ça va, et c'est une habile transition pour la question que je voulais poser immédiatement, qui dit encore une condamnation fictive d'un tribunal imaginaire. Ce n'est pas une condamnation fictive, et ce tribunal n'est certainement pas imaginaire, et ça va produire des effets. Et peut-être que c'est le moment de commenter cette décision, de l'expliquer. Il y a quoi dans cette décision, notamment pour la Suisse, mais aussi peut-être aussi pour le Portugal et la France, qui, eux, ne sont pas condamnés. Et là c'est super, je dis Justine, et donc décidé. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait donc plusieurs affaires qui étaient portées devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il y avait ce dossier de ces aînés suisses pour le climat, et il y avait aussi, comme le mentionnait Justine, un dossier sur des jeunes Portugais qui attaquaient là cette fois 32 États. Et en France aussi, on était concernés puisque l'ancien maire de Grande-Synthe, Damien Carême, avait porté cette affaire. Grande-Synthe, c'est à côté de Dunkerque, dans le nord, là-haut dans le nord. Oui. Et en fait, c'est vrai que quand on regarde les projections, Grande-Synthe pourrait, si ce n'est disparaître, au moins être submergée dans les prochaines décennies à cause des effets du changement climatique. Et donc lui, en tant que personne et en tant que maire à l'époque de Grande-Synthe, avait porté plainte devant les tribunaux français et ensuite devant la Cour européenne des droits de l'homme. Là, ce qui s'est passé, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré irrecevables les dossiers des Portugais et de Damien Carême pour la France, mais a condamné la Suisse pour inaction climatique. En fait, mais j'espère que je dirai pas de bêtises parce que c'est Justine la juriste, c'est pas moi. Ce qui s'est passé, c'est que la Cour estime que la Suisse ne s'est pas dotée de suffisamment d'éléments pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les prochaines années. Et elle fait un lien, la Cour, entre les effets du changement climatique et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est un article qui garantit un droit, je crois que c'est respect à la vie privée et vie familiale. Et donc, c'est la première fois, en fait, qu'une cour internationale, cette fois, et pas des tribunaux dans certains pays distincts, une cour internationale reconnaît d'une part qu'il y a des effets, en fait, sur la vie privée des gens, sur la vie familiale des gens à cause du changement climatique, ça, d'une part, et d'autre part, que c'est l'État qui est responsable, que l'État doit protéger ses citoyens, et que là, c'est sur le cas de la Suisse, l'État ne l'a pas suffisamment fait, n'a pas suffisamment mis en place de lois, de cadres, et donc il doit améliorer ça pour protéger ses citoyens. L'avis de la juriste, peut-être ? Alors j'adore, je suis pas juriste, mais je suis notre affaire à tous licence 3, donc on va dire que ça compte. Et puis je me suis beaucoup formée à tout ça. C'est vrai, c'est quasiment juriste. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et en fait, il y a plein de choses intéressantes à commencer là-dedans. Peut-être déjà pour réagir à la question au départ, c'est pas une décision fictive dans un tribunal fictif. Et il y a peut-être un élément qui, pour moi, montre ça, c'est en fait, si ça n'avait pas d'impact, si ça faisait pas peur aux États, pourquoi est-ce que la plupart des partis suisses de droite se sont mis à dire mais attendez, la CEDH est allée beaucoup trop loin, la Cour européenne des droits de l'homme, pardon, est allée beaucoup trop loin et il faut que la Suisse se retire justement du Conseil de l'Europe. Donc c'est bien qu'en fait, il y a quand même une pression politique qui est forte. Ce qui est intéressant aussi dans la décision, c'est tout ce qu'elle permet aussi de préciser, qui va permettre en fait au contentieux, à toutes les actions en justice au niveau national. Et mettre des critères. C'est ça, il y a des critères, à la fois un rappel à l'ordre sur la science, c'est-à-dire que respecter avoir des engagements climatiques qui respectent l'accord de Paris, c'est avoir des engagements qui visent le 1,5 degré de réchauffement.
et c'est pas anodin, parce qu'il y en a certains qui vont commencer à dire, bon, finalement, 3, 4, c'est pas si grave. Deuxièmement, c'est que ça doit être chiffré, donc il doit y avoir des objectifs vraiment précis, chiffrés, et qu'on peut évaluer et suivre. En France, ça peut paraître être un débat qui est un peu daté, puisque nous, en fait, on en a. Mais pour plein d'autres pays, en fait, c'est pas anodin. Et puis souvent, ce qu'on dit, c'est la France peut pas faire toute seule. Pourquoi vous attaquez pas d'autres pays? Bon, bah là, c'est fait. C'est les 49 pays du Conseil de l'Europe qui sont concernés par cette décision, qui met vraiment des critères. Et puis, comme c'est la Cour européenne des droits de l'homme et la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, bah en fait, cette décision déjà, elle est finale. Il n'y a pas de possibilité d'appel. Et puis, elle va s'appliquer vraiment à toutes les instances juridiques, les tribunaux, partout dans ces pays-là. Donc ça aura forcément un peu un impact. Et puis dernier élément que ça précise, et c'est vraiment pas des moindres, ça peut paraître un peu bête vu de l'extérieur, mais faire ce lien entre inaction climatique et violation des droits humains, en fait, c'est pas du tout un débat qui est réglé devant plein de tribunaux. Et notamment les aînés suisses, elles s'étaient fait débouter dans leur pays parce que les tribunaux ne voyaient pas le rapport entre changement climatique et impact sur les droits humains. Donc ce problème, on va dire qu'il est réglé. Et ça ouvre pour moi effectivement un peu un tournant en termes de justice climatique. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour la Suisse? Alors, c'est une condamnation de principe, il y aura une amende? Alors, déjà, la Suisse doit payer les frais de justice de l'association et des aînés suisses. Donc, c'est des sommes qui sont assez conséquentes, puisqu'on parle de frais depuis 2016, donc c'est 80 000 euros. Bon, ce qui n'est pas vraiment dissuasif pour un État. Ce qui est, de toute façon, le but n'est pas que ça soit dissuasif, et de rendre le combat de ces personnes-là un peu moins coûteux sur le long terme. C'est le rendre accessible pour d'autres combats et dire que exactement. Quand vous gagnez, on vous rembourse les frais. C'est pas une punition, parce que c'est pas le but de la CEDH avec ce type de décision. J'ai oublié la question du coup à force. Non, qu'est-ce qui va se passer pour le fait que la Suisse soit condamnée? Qu'est-ce que ça va provoquer? Ça implique et ça induit quoi? Très rapidement, et après je te passe pour compléter. Il y a Oupoup qui dit, salut Oupoup, c'est rigolo ton pseudo Oupoup, qui nous dit ça fait une jurisprudence. Alors oui, ça va faire une jurisprudence, certainement, ça sera la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une décision qui est opposable en droit interne, je crois. Il ne peut pas y avoir d'appel. C'est comme ça. La décision est comme ça, et donc du coup ce qui fait que la Suisse, pour répondre à ta question, va devoir se doter en fait de moyens spécifiques pour dire ok, comment est-ce que je vais faire pour réduire mes émissions de gaz à effet de serre, que ce soit dans l'accord de Paris, que ça puisse être suivi aussi. Donc concrètement, les politiques vont devoir expliquer comment ils doivent faire pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et voir comment est-ce que ça peut être suivi aussi pour que on se dise pas là aujourd'hui en 2024 on va faire ci, ça et qu'en fait en 2035 il y a personne qui a vérifié et dire en fait ça a jamais été appliqué ou en fait ça fonctionne pas. Donc concrètement là les premiers les prochaines étapes pour la Suisse, ça va déjà être ça. Et c'est aussi pour ça que les politiques conservateurs suisses paniquent, en fait. Ouais, et je crois qu'il y a aussi une procédure d'exécution. C'est-à-dire, une fois que la décision a été rendue, si la Suisse ne fait pas ce qu'on lui a demandé, il y a une procédure d'exécution qui est au sein du Conseil de l'Europe. Donc, ça ressemble, de ce que je comprends aujourd'hui, un peu plus par une revue par les pairs, donc par d'autres États qui, clairement, étaient plus dans le camp de la Suisse. Mais voilà, il va y avoir quand même une suite à tout ça, et on va pouvoir les Suisses devant les tribunaux suisses ou à cette instance-là, aller suivre un peu ce qui se passe. Mais clairement, ça va faire exploser et avancer beaucoup plus rapidement en fait tous les dossiers pour inaction climatique contre des États. Pignoufou qui nous dit les décisions de la CEDH ne s'imposent pas. Ce sont des déclarations, pas des mesures exécutoires. C'est vrai. Oui et non, dans le sens où, en fait, il y a quand même la hiérarchie des normes, donc c'est vraiment quelque chose qui s'impose. Après, en fait, on peut faire la même critique. C'est-à-dire que dans la manière dont on fera la loi, peut-être, je crois que pour répondre à Pignoufou, c'est ça, et peut-être que Pignoufou est encore plus juriste que nous, il se trouve que je suis juriste aussi, de formation, et tu parles de pyramide des normes, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est, mais la norme supérieure, en fait, va obliger la norme inférieure à respecter la norme supérieure. Donc, dans la norme supérieure, il y a la Convention européenne des droits de l'homme, et il y a en dessous la loi et en dessous le décret, donc là ça veut dire qu'on va devoir vraiment respecter, je grossis un petit peu le trait mais c'est un peu ça. Il y avait une question qui était intéressante qui disait, oui c'est une question de Kesta, salut Kesta, qui dit mais pourtant la Suisse c'est une petite joueuse en matière de pollution agrochimique. Alors en pollution agrochimique je ne sais pas, il s'avère que
la Suisse est un pays qui, parce qu'on pense à l'air frais des montagnes, etc., la Suisse est un pays qui pollue pas mal, en fait. Oui, j'ai pas les chiffres effectivement de la Suisse. J'ai plus l'habitude de suivre la France, mais effectivement, même si on peut penser aux beaux paysages de la Suisse, elle pollue comme tous les autres États. Et puis il faut toujours voir comment est-ce que c'est calculé, parce que en France, il y a toujours les débats de se dire, on pollue peu par rapport aux autres pays. Mais en fait, quand on regarde le calcul en intégrant nos émissions importées, c'est-à-dire les émissions que nous on produit par un téléphone qu'on a, mais qui a été fait ailleurs et qui n'est pas à compter normalement dans nos émissions nationales, mais en fait, c'est une émission importée, et ben là, ça s'accumule. Donc, la Suisse a aussi ce problème-là. C'est vrai que je n'ai pas les chiffres, mais globalement, en fait, ce qui était reproché à la Suisse par la Cour européenne des droits de l'homme, c'était surtout de ne se doter de rien du tout. Donc il n'y avait aucune loi qui permettait d'encadrer ces émissions. Quand bien même elles ne seraient pas si hautes que ça, il n'y avait rien qui a été mis en place et les premières lois devaient entrer en vigueur à partir de 2025. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme dit dans son arrêt qui est très très long, parmi les choses intéressantes, enfin tout est intéressant, mais parmi ces détails qui n'en sont pas, la Cour dit il y a urgence en fait. Donc on ne peut pas se dire oui, il y a une loi climat qui va entrer en vigueur à partir de 2025. Ça, c'est plus entendable. Et donc le changement climatique est aussi reconnu comme une urgence. Et donc il faut mettre en place dès maintenant des politiques pour encadrer ces émissions. Et aujourd'hui, ce n'était pas du tout le cas en Suisse. Et peut-être ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est pas tombé sur la Suisse parce que la Suisse est le pire pays qui pouvait être attaqué. Damien Carême, comme les jeunes Portugais, ont été déboutés pour des questions de procédure qui ont été soulevées dans le cas des Suisses. C'est-à-dire que, par exemple, Damien Carême a été rejeté parce que ce qu'il demandait, c'était que finalement son intérêt à agir en tant que maire soit reconnu. Donc, ce que ça veut dire, c'est que lui, ses droits à lui en tant que maire avaient été impactés. Et la Cour a répondu que il n'était plus maire de Grande-Synthe et puis qu'il vivait plus en France. Donc, en fait, il pouvait plus avoir ce qu'on appelle le statut de victime. Et pour les jeunes Portugais, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas obtenu ce statut de victime, pas parce qu'ils n'étaient pas assez impactés, mais parce que, pour une autre question de procédure, ils n'étaient pas d'abord allés notamment devant les tribunaux portugais. C'est intéressant, c'est que dans le cas des aînés suisses, il y avait à la fois une association qui les représentait et puis des plaignantes qui disaient « moi, je suis une victime individuelle » et puis qui détaillaient un peu toute leur vie pour montrer les impacts sur leur vie. Et pour finalement placer un peu cet accès au statut de victime de manière très très haute pour pas se retrouver avec trop de dossiers, et finalement, ils ont refusé le statut de victime à ces plaignantes individuelles et c'est l'association qui les représente qui a été jugée recevable et donc le dossier a été examiné et donc il a gagné. Pinoufou dans le chat dit politiquement le problème c'est qu'avec de telles règles on se met des bâtons dans les roues économiquement alors qu'on est loin d'être les plus problématiques. Bon, première idée dont on peut parler et qui ajoute l'idéal ce serait d'avoir des décisions d'organisation qui sont davantage mondiales. Bon, c'est toujours l'argument, c'est de dire il faudrait aller au niveau international et puis quand les gens vont en Europe, il faudrait aller au niveau mondial. C'est un peu une manière de repousser le problème. Aussi parce que, en fait, aucune cour, même mondiale, ne pourra régler la question. Et même la décision la plus ambitieuse, déjà, en fait, réglerait pas le problème. Il faudrait aller utiliser cette décision pour continuer à mettre la pression. Et puis surtout, pourquoi spécifiquement aucune cour ne pourra résoudre le problème, à elle seule en tout cas, c'est aussi parce que les cours, elles ont leur mandat, elles ont leur pouvoir, des gens qui peuvent leur retirer leur pouvoir. Ce sont les États qui sont souverains. Pour la Cour européenne des droits de l'homme, exactement. C'est pour ça qu'on parle d'une décision qui est équilibrée, d'autres qui disent une décision qui a été assez attendue. C'est que, justement, la Cour européenne des droits de l'homme, elle va aussi loin qu'elle peut, mais si elle va beaucoup plus loin, en fait, c'est la réaction de certains partis suisses de dire on va vous retirer les pouvoirs d'agir tout court. Et c'est un peu ce qu'on voit aussi en France quand il y a des actions en justice, c'est que les tribunaux sont toujours un peu dans un entre-deux, donc toujours un peu en dessous de ce que nous on aimerait ou ce que l'urgence demande, parce que justement ils ont très peur de ces arguments des politiques qui disent pas de gouvernement des juges, parce que finalement sinon ils retiraient aussi leur rôle, leur pouvoir aux tribunaux, donc ils sont un peu dans un entre-deux. Et il faut que les citoyens soutiennent justement les tribunaux et ce genre de décisions parce que c'est comme ça, c'est aussi par là qu'on peut récupérer un peu de pouvoir. Justine ?
Oui, c'est vraiment un argument qui est donné un peu systématiquement et c'est un petit peu ce que je commençais à expliquer tout à l'heure, c'est que effectivement la France a un certain nombre d'émissions et en fait c'est ce dont je parlais avec les émissions importées. En fait, on est tous responsables parce qu'il ne faut pas compter uniquement les émissions que nous, on émet sur notre territoire, mais aussi avec tout ce qu'on consomme, ça implique de produire ailleurs et donc de polluer ailleurs. Et il faut aussi se souvenir que la France a une responsabilité historique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, peut-être qu'on n'est pas les pays qui polluent le plus comparé, par exemple, à la Chine ou l'Inde, parce qu'encore une fois, on fait produire tout ce qu'on consomme en Chine ou en Inde, mais historiquement, on a beaucoup plus pollué et donc on a une responsabilité à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et globalement, effectivement, il est vrai que tout le monde doit le faire, ça c'est sûr. Mais quand les aînés suisses pour le climat vont devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est pas pour dire nous on veut que seulement notre pays réduise ses émissions et ça veut pas dire non plus nous on pense que notre pays est celui qui pollue le plus. Ça veut dire qu'elles utilisent les moyens qui sont à leur disposition en tant que citoyennes suisses. Elles pourraient pas porter plainte de la même façon contre un autre pays plus émetteur. Elles utilisent les moyens qu'on leur donne. Et ensuite, l'enjeu, c'est effectivement que ça se décline à d'autres pays parce que ça va peut-être devenir... parce que si un pays prend l'exemple, donne l'exemple, peut-être que les autres vont suivre. Peut-être que ça va inciter aussi les États à se dire il y a de plus en plus de contentieux, d'actions en justice, il faut peut-être qu'on fasse quelque chose. Il est vrai, ça c'est sûr, je suis d'accord avec, j'ai oublié son pseudo, qu'il faut que tout le monde, tous les États le fassent. Avec Pignou Fou. Avec Pignou Fou. C'est vrai, Pignou Fou, il faut que tout le monde le fasse. Mais la France et la Suisse, il ne faut pas regarder juste en termes de chiffres d'émissions, il faut que tout le monde s'y mette, quoi. Et peut-être sur la responsabilité historique et un petit plaidoyer aussi pour le cas Duarte Agostinho, donc le cas des jeunes Portugais, c'est que c'était quand même un dossier déjà qui a participé... tu peux peut-être expliquer un peu qui sont ces jeunes, c'est une jolie histoire. Ouais, c'est deux fratries. Ils sont 6 au total si je ne me trompe pas, 2 fratries qui vivent dans 2 espaces différents du Portugal, qui du coup sont impactés par des choses différentes. Certains c'était plus la sécheresse, donc les feux de forêt, avec toutes les maladies respiratoires que ça a pu leur engendrer, au-delà de les priver d'école à des moments. Et d'autres, ça va être justement plus près de Lisbonne, et donc c'est près de la mer, et donc soumis aux tempêtes, etc. Et donc ils font valoir avec leurs avocats, dans 800 pages, tout un tas d'arguments, à la fois pour expliquer leur situation, ce qui était super intéressant, mais surtout poser des questions qui étaient d'une complexité et d'une avant-gardise qui, clairement, il ne faut pas l'oublier parce qu'ils ont été déboutés. Déjà, de 1, ils ont participé à la victoire des aînés suisses, c'est certain, avec 800 pages d'arguments très, très complets. Et puis surtout, ils posaient des très bonnes questions qu'on va retrouver dans d'autres contentieux au niveau national ou international. Ça veut dire quoi pour un État, justement, qui a une responsabilité historique, qui a aujourd'hui les moyens d'agir plus que d'autres, d'agir? Et il posait des questions, c'est-à-dire, il disait, est-ce que c'est seulement les émissions nationales ou est-ce que, justement, il faut regarder le coût des émissions de nos importations? Est-ce qu'il faut aller regarder aussi si les États n'ont pas une obligation de réguler leurs multinationales qui œuvrent finalement et qui émettent partout dans le monde, mais qu'on peut quand même aller rattraper. Et puis, à la fin, c'est cette partie, on va dire, une part des efforts plus importante, donc réduire nos émissions plus rapidement que d'autres et participer à l'effort, notamment financièrement, des réductions d'émissions dans d'autres pays. Dernière question, c'est encore Pignou Fou qui la pose. Pignou Fou qui est très prolixe ce soir. Merci pour ta question, Pignou Fou. Quels États peuvent subir ce même genre de décision en dehors de l'Union européenne? J'ai l'impression qu'on est un peu les seuls à se mettre ce genre de pression. Il n'y a qu'en Europe où il y a des choses contraignantes comme ça? Des procès au sujet du climat, il y en a dans énormément de pays. Et je regardais justement cet après-midi des archives de reporters. Et aux États-Unis, en fait, il y en a. Et comme c'est particulier ce pays, puisque c'est par État, en fait, souvent les jeunes, parce que là, en l'occurrence, c'était des jeunes, dès 2015, portaient plainte contre leur État parce qu'ils ne réduisaient pas suffisamment les émissions de gaz à effet de serre. Je pense qu'il y a dans d'autres pays aussi des contentieux. Ouais, aux États-Unis, il y en a énormément, beaucoup plus même qu'en Europe. Il y en a à peu près partout en Europe. Et s'il n'y en a pas encore,
je peux vous assurer qu'il y en aura dans les années qui vont suivre, surtout avec cette décision de la CEDH. Il y en a dans beaucoup de pays occidentaux, Australie, Corée du Sud, etc. Il y en a aussi beaucoup en Amérique du Sud, mais qui vont aussi beaucoup viser les entreprises. Donc c'est un pendant qui est important. Et puis, sur ce niveau international, c'est pas du tout fini. Il va y avoir plusieurs actualités dans les mois prochains, puisque la Cour interaméricaine Amérique du Sud des droits humains en fait va à les mêmes questions qui lui sont posées, et de mémoire le tribunal international des droits de la mer aussi. Donc en fait c'est pareil, c'est d'autres tribunaux internationaux à qui on a posé les mêmes questions, et on espère on aura les mêmes réponses ou des plus ambitieuses. Et même en France, d'ailleurs, c'est pas fini, puisque même si là, la Cour européenne des droits de l'homme a débouté la demande de Damien Carême sur l'affaire Grande-Synthe, l'affaire Grande-Synthe court toujours, puisque c'était le Conseil d'État qui avait demandé, qui avait reconnu en fait que l'État français ne faisait pas suffisamment d'efforts pour réduire ses émissions, et donc lui a donné jusqu'à la fin de l'année 2024 pour prendre toutes les mesures utiles pour réparer ce préjudice-là. Et donc, nous sommes en avril 2024, donc on verra ce que ça donne ensuite. Donc, au niveau européen, ça ne l'a pas fait, mais au niveau français, ça continue. Ouais, c'est la deuxième fois que le Conseil d'État condamne l'État. Et c'est intéressant parce que le Conseil d'État fait un truc qui est un peu innovant en France. Je ne sais pas si ça existe beaucoup dans d'autres pays, mais en tout cas, ça étonne beaucoup les juristes. C'est qu'il a décidé d'opérer un contrôle prospectif. Il s'auto-saisit, donc en fait quasiment tous les ans, il va aller lui demander à l'État des comptes, et puis il regarde vers l'avenir. Il essaye d'évaluer aujourd'hui, avec l'aide de l'État bien sûr, et avec l'aide des associations ou de la commune de Grande-Synthe, de voir si les mesures qu'on a prises aujourd'hui, elles peuvent nous amener à 2030 et donc protéger les citoyens. Et aujourd'hui la réponse est non, et donc rendez-vous effectivement en juin 2024 pour aller continuer à argumenter ça, avec la décision de la CEDH en poche aussi. La culture de justice, c'est plutôt d'évaluer le préjudice et de le réparer, effectivement, plutôt que de l'anticiper. Il est 19h01, passé de 15-16 secondes sur Info. C'est l'heure du mot de la fin, cher au pluriel Justine. Le mot de la fin, Justine. Soutenez et lisez Reporter. On est un média en ligne. Vous êtes un très chouette média en ligne. Merci. Qui est accessible à tous et en accès libre. On est sans actionnaire, sans publicité, et tous les jours on publie plus de 5 articles sur l'actualité de l'écologie sous toutes ses formes. Vous êtes une rédaction amie, c'est toujours un plaisir de vous lire. Justine, le mot de la fin. S'il y a des gens que ça intéresse d'en savoir un peu plus sur la décision de la CEDH, nous on va organiser un webinaire la semaine prochaine pour aller un peu plus en détail, et puis on essaie de collecter au fur et à mesure sur notre site le maximum d'infos et d'analyses. Et puis sinon, allez voter en juin, comme ça on aura aussi moins de boulot et moins besoin d'aller devant les tribunaux si nos gouvernants agissent. Message entendu et reçu. Merci Justine et Justine. Merci beaucoup.